Antoine Christophe Agbepa Mumba, plus connu sous le nom de Koffi Olomide, a réussi l'exploit quasi impossible de rester au sommet de la musique africaine pendant près de 5 décennies, traversant les époques de la rumba classique jusqu'à l'ère du streaming mondial. C'est une figure qui incarne à elle seule les paradoxes de la célébrité. Une rigueur artistique presque religieuse côtoyant une vie privée scrutée comme un feuilleton national, surtout avec son mariage récent en février 2026 avec Cindy Lecoeur à Kinshasa. On parle d'un homme qui, à 70 ans, continue de remplir des stades et de dicter les codes de ce qu'on appelle le tchatcho, son propre dérivé de la rumba. Mais au-delà des paillettes et des surnoms comme Grand Mopao ou Quadra Koraman, qui est réellement le cerveau derrière cette machine de guerre musicale qu'est le Quartier Latin International. C'est fascinant parce que Koffi n'était pas du tout destiné à la scène au départ. Contrairement à beaucoup de ses contemporains qui ont grandi dans les orchestres de rue, lui est un produit de l'élite intellectuelle. Il a fait des études supérieures, en France, obtenant un diplôme en sciences commerciales à l'Université de Bordeaux. Cette formation académique est, je pense, la clé pour comprendre sa longévité. Il a géré sa carrière non pas comme un simple chanteur, mais comme un véritable chef d'entreprise. Quand il commence à écrire des textes pour Papa Wemba à la fin des années 70, il est déjà surnommé l'étudiant le plus célèbre du Zaïre. Il a porté une poésie nouvelle, beaucoup plus sophistiquée et imagée que ce qui se faisait à l'époque. Cette transition de l'ombre à la lumière est d'ailleurs assez singulière. En 1977, il sort de l'anonymat des paroliers avec le titre « Sinza ». Un trio avec Papa Wemba et King Kester Emeneya. C'est là que le public découvre sa voix de baryton, profonde, presque chuchotée par moments. Mais c'est vraiment la création de son orchestre, le Quartier Latin International, en 1986, qui marque le début de son empire. Comment expliquer que ce groupe soit devenu, au fil des ans, une véritable école où sont passés des mégastars comme Fally Ipupa ou Ferré Gola? La force du Quartier Latin, c'est la discipline de fer de Koffi, qu'il appelle lui-même sa rigueur. Il a une capacité unique à repérer le talent brut et à le mouler selon ses standards. Fally Ipupa a souvent répété dans ses interviews que son passage chez Koffi a été sa meilleure école. Ce n'était pas seulement apprendre à chanter ou à danser, c'était apprendre le métier, la gestion de l'image, le sens du spectacle. Koffi a transformé l'orchestre en une marque de prestige. D'ailleurs, il a été le premier artiste noir africain à remplir la salle de Bercy. C'est vrai que Bercy reste un moment de bascule historique. Mais parlons de ce fameux style, le tchatchoucho. C'est sa signature, son identité. Pourtant, il y a des débats sans fin sur l'origine même de ce rythme. Certains critiques et musiciens, comme Maïka Mounan, ont suggéré que Koffi n'a fait que vulgariser des cadences déjà présentes chez des anciens comme Jean Bosco Mwanga. Est-ce que le tchatchocho est une véritable invention ou juste un coup marketing de génie? C'est un mélange des deux. Musicalement, le tchatcho ralentit le tempo de la rumba traditionnelle pour laisser plus de place à la sensualité et au texte. C'est une rumba plus love, plus léchée. Si les racines rythmiques existaient sans doute avant lui, c'est Koffi qui a su en faire un concept global. Il a ajouté les chœurs harmonieux, les arrangements de guitare circulaires et cette poésie romantique qui a littéralement envoûté l'Afrique francophone dans les années 90 avec des albums comme Noblesse oblige ou V12. Le tchatcho est devenu un état d'esprit, une manière d'être élégant, voire arrogant par moments, ce qui colle parfaitement à l'image du grand Mopao. En parlant d'image, on ne peut pas ignorer les récompenses. On cite souvent son exploit aux Cora Awards de 2002 où il a raflé 4 trophées en une seule soirée pour l'album Efrakata. C'est du jamais vu, pourtant malgré ce succès colossal, sa carrière est parsemée de controverses judiciaires et de critiques sur son caractère jugé difficile voire autoritaire. Est-ce que c'est cette face sombre qui a poussé autant de ses lieutenants comme Fally ou Ferré à partir faire carrière solo? Il y a une tension inévitable dans les grands orchestres congolais. Le leader est souvent perçu comme un patriarche absolu. Koffi est un perfectionniste qui ne laisse rien passer. Forcément, quand des jeunes talents commencent à briller trop fort, la cohabitation devient compliquée. Les départs massifs du Quartier Latin ont souvent été présentés comme des trahisons par Koffi,
alors que pour les artistes, c'était une émancipation nécessaire. Mais regardez sa résilience. À chaque fois qu'un grand nom part, il en fabrique un autre. En 2026, il continue de porter au nu Cindy Lecœur, qu'il présente comme la meilleure voix féminine du Congo, défiant ouvertement ceux qui pensent que son orchestre s'essouffle. Justement, parlons de l'actualité récente. Son mariage civil avec Cindy Lecœur, le 28 février 2026, à la commune de La Gombe, a fait l'effet d'une bombe médiatique. Après plus de 20 ans de collaboration artistique et des années de rumeurs, ils ont officialisé leur union devant l'État congolais. C'est un tournant majeur pour lui, surtout après son divorce très médiatisé avec Aliane en 2022. Est-ce qu'on doit y voir une volonté de stabiliser son héritage à l'aube de ses 70 ans ? C'est très probable. Cindy n'est pas seulement sa femme. Elle est la directrice artistique du Quartier Latin. En l'épousant, il verrouille en quelque sorte la continuité de son œuvre. Lors de la cérémonie, qui était étonnamment sobre pour un homme habitué au faste, il a montré une facette plus humaine, presque vulnérable. Mais ne nous y trompons pas, il reste actif. Quelques mois plus tard, en mai 2026, il était en Zambie pour un méga concert avec Rick Ross et Davido. Il ne montre aucun signe de retraite. Il continue de sortir des volumes de son projet Goat Intemporel, affirmant son statut de Greatest of All Time. C'est frappant de voir cette longévité. Il a traversé l'époque des vinyles, des cassettes, des CD avec Sonodisc, et aujourd'hui il cumule des millions de streams sur Spotify, notamment avec des classiques comme Loi, qui reste un hymne incontournable dans tous les mariages africains. Mais est-ce que sa musique actuelle, comme dans l'album Légende ou les récents Platinum, parvient encore à innover ou se contente-t-il de capitaliser sur sa gloire passée ? C'est le grand débat chez les mélomanes. Certains disent que le Kofi des années 90 était plus créatif, plus audacieux musicalement. Aujourd'hui, il mise beaucoup sur les collaborations internationales pour rester dans le vent. Mais sa force, c'est sa plume. Même dans ses titres les plus récents, il garde ce sens de la formule, ces proverbes en lingala qui deviennent instantanément des expressions populaires. Il a compris que la musique congolaise est aussi une affaire de langage. Il ne se contente pas de chanter l'amour, il philosophe sur la trahison, le succès, et même la politique de manière plus explicite ces dernières années, s'offusquant par exemple des salaires des politiciens en RDC. Voilà, ça c'est mon opinion. C'est-à-dire, on a laissé de côté l'intelligence et le bon sens. Imaginons le lot, tout ça qui est une crise politique, Fachi Azate. Nous sommes un président rwandais. Nous sommes un président à Rwanda. Pour dire que la police, comme chef rwandais, boy. Nous sommes un bongo. Là, il faut que moi mingi. Fachi béton, à moi là, Etienne Tshisekedi. Nanya Koumissa Etienne Tshisekedi. Non. Tous à la peine à patience, tous à peine à reconnaissance. Il y a aussi cet aspect culturel immense, la SAP. Avec Papa Wemba, il a été l'un des plus grands ambassadeurs de cette élégance excentrique. Ses clips sont toujours des défilés de haute couture. Pour lui, la musique est indissociable du vêtement et du bar-être. C'est une forme de résistance culturelle, une manière de dire que l'artiste africain mérite le luxe et le respect. Absolument. Il a toujours refusé d'être cantonné à une image de musicien du tiers-monde. Quand il monte sur la scène de l'Olympia ou du Zénith, il le fait avec les codes des plus grandes stars mondiales. C'est ce qui explique pourquoi il est le seul artiste congolais cité dans le livre de référence « 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie ». Son impact dépasse largement les frontières du Congo. Il a influencé toute une génération d'artistes en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire où le concept d'Atalaku a été fortement inspiré par la manière dont Kofi gérait ses animateurs dans des titres comme Loi.
Le parcours de Koffi Olomidé, c'est l'histoire d'une métamorphose permanente. Il a commencé comme un intellectuel discret pour devenir une icône flamboyante et parfois controversée, avant de s'imposer en 2026 comme le patriarche incontesté de la musique africaine. Son mariage avec Cindy Lecoeur semble clore un chapitre de tumulte personnel pour ouvrir une ère de transmission. Reste à savoir si le quartier latin pourra un jour lui survivre ou si le groupe s'éteindra avec son créateur. C'est toute la question. Koffi a bâti un monument à sa propre gloire, mais il a aussi construit une institution. Qu'on l'aime ou qu'on le critique, son influence est gravée dans l'ADN de la rumba moderne. Il a prouvé que la musique n'a pas d'âge, tant qu'elle sait se réinventer sans perdre son âme. C'est sans doute cela la vraie définition d'une légende vivante. Pour comprendre l'ampleur de ce parcours, il suffit d'écouter la transition entre un morceau acoustique des débuts et les productions massives de ses derniers albums. C'est un voyage à travers 50 ans d'histoire congolaise. Si cet aperçu de la vie du Grand Mopo vous a captivé, n'hésitez pas à partager cet épisode à... Si tout ça pour la malève, il y a ça malève. Sokolo, Tobola papa, na mama. Sokolo, Beno, voilà, sala, sala, solo, soule, calavana,